Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être avec vous au cœur de l'écosystème CB, comme le disait tout à l'heure Jean-Paul Mazoyer. Nous allons commencer et ouvrir cette première série de conférences avec une conférence sur la souveraineté. Souveraineté, c'était il y a encore pas très longtemps, il y a encore 4-5 ans, un gros mot. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, ça marche là? Ok, ah oui, d'accord, parce que moi je ne m'entends plus, mais vous m'entendez. Vous n'entendez plus rien? Mais il faut un casque, hein. Ceux qui ont les casques m'entendent, ceux qui ne les ont pas m'entendent pas. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Souveraineté, je disais qu'il y a encore 4-5 ans, c'était un gros mot jusqu'à ce que le président de la République à la Sorbonne le prononce il y a quelques années, et nous avons donc changé d'optique par rapport à ce qui était encore il y a, donc je le disais 4-5 ans, perçu comme quelque chose d'incongru. Je vais vous faire un tout petit historique, mais d'abord je vais vous présenter nos intervenants. Corinna Fontaine. Corinna est partenaire paiement et infrastructure de marché chez OnePoint. Cathy Ventrimpon, qui est directrice générale déléguée de la STET, et Frédéric Burtz, directeur général de PPCE Paiement Services et CTO de PPCE Digital and Paiement. Et moi, je suis Jacques Marceau. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Aromat, et je suis également administrateur de la Fondation Concorde, où je co-anime la commission banque et services financiers avec mon ami Christian de Boissieu. Nous avons d'ailleurs produit il y a quelques mois un premier rapport sur la souveraineté des paiements, et là nous sommes en train de travailler Ah oui, c'est très bien d'avoir un retour, parce que sinon c'est très très déstabilisant de parler comme ça dans le vide, mais là avec le retour je m'entends, c'est parfait. Donc, merci à la technique. Donc, nous travaillons en ce moment un second rapport qui sera disponible avant l'été sur la souveraineté des infrastructures de paiement. Quelques mots avant de démarrer avec nos invités sur la souveraineté. Je disais que c'était un gros mot il y a quelques années. L'histoire de la souveraineté, notamment numérique, remonte à 2013, avec un rapport qui était un rapport sénatorial de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui a produit un rapport dont le nom était assez visionnaire, puisque ce rapport s'intitulait, avec un point d'interrogation, l'Europe, colonie numérique des États-Unis. Depuis, on a compris qu'on pouvait enlever le point d'interrogation, et c'est bien là le sujet. Nous avons continué avec la Fondation Concorde, produit un premier rapport en 2014, année où Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, avait sorti son livre sur la souveraineté numérique. Et l'aventure est partie, et donc on a commencé à se préoccuper de cette question éminemment importante pour nos libertés et notre autonomie stratégique, comme on dit. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un glissement sémantique. On parle de moins en moins de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui était d'ailleurs une déclaration de Wilson en 1918, président des États-Unis, et on parle de plus en plus d'autonomie stratégique. Ce ne sera pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est un glissement sémantique qui me paraît un peu difficile et un peu gênant. Alors, face aux tensions géopolitiques et à l'influence des géants du NEC, cette question de souveraineté des paiements est devenue cruciale. Et je pense qu'aujourd'hui, et votre nombre aujourd'hui dans cette salle, prouve qu'on a arrêté de prêcher dans le désert et qu'on a tous conscience que cette question de souveraineté est au cœur, et d'ailleurs au cœur de la stratégie de CB. Je vais commencer par poser une première question à Corinna. Je me tourne d'abord vers toi. Que tu nous dises quelques mots des raisons pour lesquelles nos infrastructures de paiement sont en première ligne quand on parle de souveraineté nationale. Pourquoi le paiement, c'est en première ligne? Merci beaucoup, et encore une fois, je remercie infiniment au groupe Carte Bancaire pour l'invitation et pour être présente aujourd'hui avec vous. Pour répondre à ta question, Jacques, je dirais que les enjeux de la souveraineté pour les infrastructures de paiement, c'est arrivé déjà, on connaît tous, ça fait 5 ans, c'est avec la crise sanitaire. Ça a accéléré énormément les usages, la digitalisation d'une manière assez rapide. Et ça a fait prendre conscience des vrais enjeux de souveraineté. Puisque, comme tu le dis, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui date depuis longtemps. Mais il y a, à mon avis, il y a une accélération avec la crise Covid.
On assiste toujours, une autre raison, c'est aussi qu'on assiste aujourd'hui dans un contexte politique, géopolitique très brutal. Donc on voit que l'Europe, elle est poussée pas seulement sur les paiements, aussi sur des autres domaines, mais les paiements, donc on nous pousse à aller vers cette souveraineté. C'est très important. Malgré tout qu'en France, pas malgré tout, c'est heureusement qu'en France, nous avons des acteurs. Donc, Cathy Van Trampo représente avec brio cette entreprise qui est STET, qui a été créée en 2006 et qui permet d'avoir une compensation interbancaire sur les flux de paiement à la fois en France et en Belgique de manière exceptionnelle, puisque c'est une compensation multilatérale en monnaie banque centrale. Il y a bien sûr le groupe carte bancaire, on n'en parle plus, on est tous là grâce à ce merveilleux groupe carte bancaire qui est un scheme français, nous ne l'oublions pas. Et on l'a tous vu avec l'incident de Mastercard, on n'a rien senti. Pourquoi? Puisque CB était là. Parce qu'on avait ce scheme français qui nous a permis de continuer à faire nos achats sans incident. Et bien sûr, le bouleversement technologique. Pourquoi l'industrie des paiements elle est en première ligne? Moi, je dirais que c'est aussi grâce ou à cause de bouleversements technologiques qui impliquent que c'est un écosystème en pleine mutation, que ce soit à la fois avec le cloud, le big data, le blockchain, l'AI génératif qui arrive, et puis la digitalisation massive, parce que les données de paiement sont devenues aujourd'hui un enjeu de souveraineté avec l'intérêt affiché des grands acteurs du numérique pour les moyens de paiement qui soulèvent avec davantage d'acuité encore les enjeux de vie privée qui sont liés aux transferts internationaux de la donnée, dont nos infrastructures de paiement assurent la résilience. Et puis, un dernier élément, c'est qu'on sait tous que le marché européen, c'est un marché fragmenté. On l'assimile souvent à un marché domestique comme le marché américain, pas du tout. Le marché européen couvre une grande diversification, 27 pays, 27 cultures, 27 règles économiques et fiscales, 27 manières à payer. Et donc je m'arrêterai là, peut-être on reviendra sur les autres. On reviendra là-dessus. Donc, fragmentation du marché européen, digitalisation massive de tous les usagers, y compris des paiements, et bouleversement technologique qui est là permanent. Et puis, un contexte géopolitique que tu qualifiais de complexe et brutal. Il est vrai que cela remonte, enfin, la première prise de conscience remonte à 2014. Personne n'avait vu venir le truc, mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, au moment de l'invasion de la Crimée par la Russie, Visa et Mastercard ont cessé leurs opérations, ont stoppé brutalement leurs opérations en Russie. Ce qui, en soi, ne porte pas aucun jugement sur la chose, mais ce qui prouve quand même que ces paiements sont à la main de l'État américain. Ce qui, aujourd'hui, effectivement, aux heures que viendrait, peut poser un problème d'autonomie, comme je disais tout à l'heure. Alors, dans ce contexte pour le moins agité, Frédéric, quels sont pour toi les atouts de la France dans ce paysage? D'abord, est-ce qu'on en a? Et puis, quels sont les atouts que l'on a? Parce que dans beaucoup de domaines associés au numérique, c'est assez désespérant. Alors là, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bonjour. Alors, sur le sujet de souveraineté, je pense qu'il y a vraiment deux points. Il y a le sujet d'autonomie, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et il y a un enjeu très important de compétitivité pour la France. Et je pense qu'en France, avec CB et son partenaire, la STET, on est super bien armé. Parce que cet enjeu de compétitivité, il va du coût des paiements en France. Je prends une anecdote. Là, je parlais avec un copain qui est parti vivre au Canada. Il y avait des articles au Canada où les restaurateurs se plaignaient qu'ils payaient plus cher en frais de paiement qu'en électricité pour faire tourner leur restaurant. Alors bon, certes, ils ont beaucoup d'hydroélectricité, mais ça donne cette idée. Et je pense qu'il y a un enjeu d'inflation, etc. Et donc, avec cette industrie CB qu'on maîtrise en France, on a une capacité complètement unique à garder des prix
complètement efficace pour soutenir l'industrie. Donc je pense qu'il y a vraiment ce soutien au commerce qui est très important. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, effectivement, on a la chance en France d'avoir le scheme CB qui, pour un scheme domestique, est franchement très complet. Et surtout depuis que Jean-Paul le citait là, dans ses remarques liminaires, le programme 2026, hein, peut-être qu'on a perdu un peu de temps au moment de lancement d'EPI parce qu'on pensait que ça allait être porté par EPI et CB a attendu. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, cette création d'un scheme européen. Et donc, CB a réagi avec le programme 2026. Et aujourd'hui, on a un scheme, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, où à la fin de cette année, on aura tous les dispositifs de dématérialisation des cartes et de tokenisation pour se mettre dans les XP, mais pas que, pour aussi faire tout ce qui a trait au e-commerce avec le card on file et des choses comme ça. Et donc, en France, on a un système qui est super efficace et que je pense qu'il y a un vrai support à l'industrie française. Oui, deux choses dans ce que tu disais, Frédéric. La première, tu parles du commerçant. On m'a rapporté, et pas qu'une fois, l'exemple de FinTech qui ont développé leur système, leur business model sur une base Visa. Parce qu'elles voulaient être opérationnelles à l'international, tout de suite viser grand, ça plaît aux investisseurs, et qui aujourd'hui se retrouvent dans une nasse où les prix, comme tu le disais, ont augmenté de façon phénoménale. Ça, c'est ma première question, c'est comment régler cette question pour ces mauvais choix de base qui ont été faits. C'est sûr que des schemes... CB, c'est un GIE, donc on optimise les intérêts des membres du GIE. Les schemes comme Mastercard et Visa, qui sont des schemes commerciaux, ont une approche différente et cherchent à avoir une pénétration maximale et ont cette stratégie économique d'aller financer les startups et faire en sorte que les cartes qui sont émises soient issues de ces schemes-là. C'est comment dire, fair game, comme on dit. Oui, c'est une stratégie commerciale. Mais c'est sûr que nous qui sommes les membres du GIE-CB, notre intérêt, c'est quand même que les cartes soient co-badgées et que les paiements en France se fassent un maximum avec ces schemes CB. Et puisque tu parlais de FinTech, je pense aussi qu'il y a une industrie spécifique des FinTech pour la France. Donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais la société Payplug, le PSP Payplug, qui est la propriété entière du groupe BPCE, s'est spécialisé dans ce domaine et est capable d'offrir à des commerçants, surtout des commerçants internationaux, des capacités d'acceptation et d'acquisition avec des taux de réussite et des coûts tout à fait compétitifs. Donc il y a aussi une industrie possible pour les fintech françaises autour de CB. Ne vois aucune malignité dans ma question. Mais tu représentes ici le secteur bancaire, notamment le groupe BPCE, qui n'est pas le moindre groupe du secteur bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques, tu parlais de pays tout à l'heure, hein, est-ce que les banques françaises sont aujourd'hui conscientes du fait qu'il faut se mettre autour de la table et chasser en meute? Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans les esprits? Alors, pour CB, définitivement. Pour EPI, je pense que les Français montrent la voie. Hein. On a réussi pleinement le passage de Paylib à EPI. Voire même, je parlais avec certains de mes confrères qui m'ont dit qu'ils font plus de transactions P2P via EPI qu'ils n'en faisaient par Paylib parce qu'ils en ont profité pour faire une nouvelle approche marketing et mieux le pousser à leurs clients. Donc, si la question est est-ce que les banques françaises jouent le rôle de pays sur le P2P, définitivement oui.
Après, si la question est est-ce que les banques françaises vont jouer le jeu de pays quand ils vont se mettre à taquiner le business de CB, notamment sur le e-commerce, moi, tous mes partenaires avec qui je parle, et nous en tout cas c'est notre conviction, on va jouer ce jeu à fond. C'est notre intérêt d'avoir un scheme européen, encore une fois, avec des coûts très compétitifs, parce que l'objectif c'est de faire un maximum de commerce et pas nécessairement de développer une industrie autour des coûts de processing du scheme, quoi. Merci Frédéric. Cathy Ventrimpon, donc tu es directrice générale déléguée de STET. Alors on dit souvent STET c'est l'usine de CB. Oui. Oui, en quelque sorte. Bon, Pas que. beaucoup de choses Alors sur STET, c'est voilà. opérateur interbancaire de back-end. Voilà. Hein. Ah ben voilà. Voilà. Vous avez pris mes notes. Est-ce que, eh ben, oui, mais il ne faut pas me les envoyer avant. Alors, est-ce que tu peux, Cathy, me dire en quelques mots donc le métier de la STED justement? Alors, en fait, STED, c'est un opérateur interbancaire de back-end. Merci. Nous sommes détenus par Carte Bancaire et les banques françaises, et on sert les banques françaises et belges. Donc, on est vraiment dans le monde interbancaire. STED est organisé autour de 5 lignes de métier. Donc, comme le disait Corinna, la compensation. On assure pour la communauté bancaire française et belge la compensation de tous les moyens de paiement. Donc aussi bien les moyens de paiement carte que SEPA, chèques et autres petits moyens de paiement FCR, etc. On assure, donc ça c'est le premier métier, le règlement IP. Alors on va beaucoup en entendre parler cette année puisqu'il y a le règlement IP qui va monter en puissance au niveau de l'Europe et de la France. Et par exemple en 2024, on a fait 600 millions d'IP et on espère encore accroître tous ces volumes. Troisième métier, c'est le switching. Donc le switching des autorisations, carte bancaire principalement, avec un volume de 14 milliards en 2024. Pour vous donner des chiffres, c'est 14 milliards. En termes de performance, c'est 2500 TPS. Et puis, DotPeak. Alors, on l'a fait la semaine suivant le Black Friday. On est arrivé à 59 millions d'OP dans la journée. Alors, on n'a pas fait les 60 millions et on compte sur tout le monde pour, en 2025, passer cette barre. Et puis, on a 2 nouveaux métiers qui sont le digital, puisqu'on assure la tokenisation CB pour le compte de la communauté bancaire française. Et alors, on avait visé le milliard d'OP tokenisés en 2024. On est à 900 et quelques. Donc, même chose. On compte sur vous pour battre ce record l'année prochaine et on en est quasiment sûr. Et puis, le dernier métier, c'est la fraude, où on assure, en collaboration avec CB, le scoring des opérations de paiement, donc des autorisations et des authentifications, pour servir la communauté bancaire. Entre-temps, alors juste un petit mot, on a acquis en 2024 une filiale qui s'appelle CEPAMEL. Alors vous allez me dire quel lien avec la carte, parce qu'on est au sommet CB, puisque CEPAMEL, c'était l'entité qui était la solution à la mobilité bancaire. Mais CEPAMEL, c'est aussi la plateforme qui va fournir la solution de verification of pays, dans le cadre du règlement IP, pour la communauté bancaire française. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort aussi pour nous. Justement, Cathy, tu parlais d'innovation, de tokenisation, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Jean-Paul rappelait que CB a plus de 41 ans, hein, et qu'ici, on est un peu dans les soubassements du lieu historique de la création en 84 par Pierre Bérégovoy, suivant la volonté politique de Pierre Bérégovoy de créer CB. Est-ce que CB est toujours en capacité justement d'innovation? Est-ce que c'est souvent ce qu'on reproche à certaines entreprises, c'est d'être sur leur laurier et de moins bouger? Est-ce que c'est visiblement pas le cas pour CB? Cathy, puis Frédéric nous dira peut-être un mot là-dessus aussi. C'était pas du tout dans l'ordre de mes notes, mais c'est pas grave. Ah non, parce que sinon ça devient casse-pied, y compris pour moi, je m'ennuie après. Non, en termes d'innovation, alors on est convaincu chez STED quand même que donc l'innovation c'est quand même un enjeu de souveraineté. On pourrait parler de réglementation, de dire il faut
voilà, il faut investir du côté français, etc. Mais l'innovation, c'est ça qui va porter la croissance. Aujourd'hui, via le programme CB, programme 2026, je pense que le duo CB-STET a fait preuve d'innovation et continue à faire preuve d'innovation. Innovation donc sur le digital, puisque donc on fournit cette plateforme de tokenisation, donc qui fait à la fois du XPay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, mais qui s'adresse aussi aux commerçants avec le COF, le Card on File, sur lequel on est en pilote, avec des banques françaises. Et on se prépare à, d'ici fin 2025, début 2026, se positionner sur le Click-to-Pay SRC. Donc jouer dans la même cour que d'autres acteurs ICS. Donc ça, c'est une innovation, j'allais dire, pour le client final. Une autre innovation dont on est assez fier avec CB, c'est aussi pour nos banques, qui sont nos clients, puisqu'on est dans un modèle B2B2C. Et on a, depuis quelques années, travaillé sur une solution de scoring des authentifications, de lutte contre la fraude, basée sur du modèle d'intelligence artificielle. Alors ça a mis du temps, mais le résultat est probant. Donc on est super content et on sait très bien qu'il va y avoir une course contre la montre pour toujours progresser. Et voilà. Et donc est-ce que CB est innovant? Oui, CB Stat, j'espère. En tout cas, je me tourne vers nos clients banquiers. J'espère qu'on a prouvé qu'on arrivait à l'être. Alors justement, le client banquier, qu'est-ce qu'il en dit de l'innovation? Je pense que si on n'aime pas le changement, on est très très mal dans notre industrie. Donc il faut l'embrasser, il faut le suivre. Et ce n'est pas une critique adressée à CB, mais encore une fois, avec cet interlude EPI première génération qui n'a pas fonctionné, je pense que CB a démarré un peu plus tard et à cette phase de rattrapage. Et donc moi, je pense qu'on va bientôt avoir, à l'issue du plan 2026, un scheme complet et qui permettra d'offrir tout ce dont on a besoin dans un scheme moderne. Donc cette dimension d'innovation et de coller au dispositif, je veux dire vraiment au cutting edge de l'innovation, c'est dedans et ça c'est acté. Les banquiers qui dirigent chez B ont convenu de ça. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré. Il y a un point qui me préoccupe encore, c'est la vitesse à laquelle on avance sur le PIN online, donc ce qu'on appelle sans contact plus, je crois. Voilà, et donc je pense qu'on a beaucoup de mal, notamment sur la monétique intégrée, à passer là-dessus. C'est ennuyeux, je pense. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Mais c'est une question de changer toutes les infrastructures d'acceptation, notamment dans la monétique intégrée. Donc on a ce sujet. Et puis, moi, mon rêve, c'est qu'on fasse de la carte, mais sans fabriquer des cartes plastiques et des puces. Bon, déjà, ça aura une meilleure signature carbone. Mais aujourd'hui, ce qui compte, finalement, c'est d'émettre un token et qui peut être recueilli dans divers supports, dont une carte si on aime avoir une carte. Le seul sujet que j'arrive pas encore à régler là-dedans, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de réseau sur les terminaux d'acceptation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse. Mais je pense que ce qu'on doit viser, c'est un monde de cartes où on n'émet plus de cartes physiques, quoi. Voilà, c'est ma vision. Désolé pour ceux qui les fabriquent. Mais je pense que c'est là-dessus. On voit que les télécoms ont réussi à le faire avec les SIM. Donc il faudrait que quelque part dans notre industrie on arrive aussi à faire ça. Ouais, je rebondis sur la carte moi personnellement, mais c'est moi, j'adore les cartes. Donc je ne suis pas prêt de me passer de ma carte. Et derrière, effectivement, ces questions de cartes, et tu l'abordais, il y a la question de résilience également, et qui est un sujet, alors c'est pas le sujet de notre table ronde parce qu'on parle de souveraineté, mais c'est un vrai sujet à la fois complexe et extrêmement important, qui est celui, on fait quoi s'il y a une panne électrique?
Exactement. Et s'il y a une panne ou télécom, ce qui arrive plus souvent, une fibre coupée, comment est-ce qu'on continue à payer? Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et avec nos systèmes qui sont de plus en plus interconnectés, c'est des vraies préoccupations. Il faut les prendre en compte dès la conception, parce qu'on ne peut pas partir du principe qu'il ne va pas y avoir une panne de télécom quand le système est fondé précisément sur ces liaisons pour accepter un paiement. Bon. Donc ça fait partie des sujets. Et après, les endroits où sont fabriquées les puces, je pense qu'on a eu très peur pendant la Covid. On réfléchissait à comment est-ce qu'on peut faire perdurer la durée de vie des cartes, etc. Bon, heureusement, on n'a pas eu besoin de mettre en place ces pratiques drastiques, mais ça reste un sujet absolument. Et si on peut éviter, ça sera encore mieux. Nous n'allons pas poursuivre sur ce sujet qui nous occupera largement jusqu'à la fin de notre débat, parce que c'est un vrai sujet, le sujet de la résilience, notamment avec effectivement la question des infrastructures de télécommunications que tu évoquais, fixes et mobiles, parce qu'il n'y a pas que la fibre optique, il y a aussi tout ce qui est radio. Donc il y a un sujet J'avais fait un papier dans Le Monde l'année dernière sur les tempêtes solaires. Ça a été le papier le plus lu pendant 2 jours, parce que coup de bol, il est tombé juste avant la tempête solaire qui n'a pas fait de dégâts d'ailleurs, heureusement. Mais c'est un vrai sujet dont il faut se préoccuper, y compris d'ailleurs pour les câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique, qui sont à la merci d'un filet dérivant de pêcheurs bienveillants ou malveillants. En tout cas, c'est un sujet également de souveraineté là pour le coup. Ouais. Et je pense surtout il ne faut pas faire porter la responsabilité sur les opérateurs de télécom. Alors c'est pas parce que je suis un ancien des télécoms, mais il faut que le système de paiement soit capable, de par même sa conception, de fonctionner quand ce genre de dysfonctionnement arrive. Alors, Corinna, revenons sur nos questions parce qu'on a tendance, en plus, c'est des sujets qui nous passionnent, donc on a tendance un peu à s'égarer, encore que ça fait partie du sujet. Des solutions pour des infrastructures de paiement souveraines, parce que finalement, en souveraineté, quand on regarde ça, c'est vachement compliqué. C'est quelque chose quelque part, on a l'impression que c'est inatteignable. Et je disais tout à l'heure, peut-être que la solution, d'ailleurs, c'est tiens, dans le je te tiens, tu me tiens par la barbichette, en sachant que toi, tu peux me couper, mais moi aussi, je peux te couper. Donc, on est dans une espèce d'équilibre de la terreur. Mais à la base de tout ça, j'aurais que tu nous dises 2 mots. On critique beaucoup l'Europe qui régule, qui réglemente et autres. Mais j'aurais quand même que tu nous dises 2 mots sur l'intérêt de la réglementation européenne dans tout ça. C'est vrai qu'on entend souvent que devant une innovation, l'Amérique fait un commerce, la Chine fait une copie et l'Europe fait un règlement. Mais on oublie quand même que grâce à la réglementation, on n'a pas été obligé de mettre en place des taxes commerciales ou des taxes financières. C'est que la réglementation permet à l'Europe de se protéger d'abord, mais pas que. On verra que. Donc, on se rappelle bien que grâce à la réglementation, les frontières au sein de l'espace européen ont tombé grâce avec CEPA. Ça a permis d'avoir des processus communs pour le virement et le prélèvement. Et puis, une automatisation complète des traitements et des ordres des paiements, faisant émerger toutes les nouvelles méthodes type STP. Et puis, surtout, l'instantanéité. On oublie, mais l'instantanéité, c'est basé sur le virement. Grâce à la réglementation, les données personnelles sont protégées avec RGPD. Donc, on est un peu envié au-delà de l'Europe. Grâce à la réglementation, on a un cadre normatif favorable à l'innovation avec la DSP2 et maintenant la DSP3 et PSR, donc l'open banking et l'open innovation, c'est grâce aussi à ça. Grâce à la réglementation, le wallet européen a émergé avec l'EPI, basé sur l'instant paiement. Et puis, bien sûr que grâce à la réglementation, on commence à avoir un wallet d'identité européenne qui va permettre la sécurisation et la résilience des paiements. Peut-être c'est une des réponses avec cette wallet d'identité, d'avoir des paiements un peu temps réel et continu. Mais bien sûr que tout ça a un prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renforcer la souveraineté s'il n'y a pas des investissements. Moi, je
parle souvent dans mon cercle un peu plus intime et fermé. On aurait besoin d'une fusée Ariane de paiement, d'avoir tous les étages qui sont déjà en train de se construire, mais vraiment une vraie fusée Ariane. Et pourquoi je parle d'Ariane? Parce que c'est là qu'on prend la dimension des investissements qui sont nécessaires. On a aujourd'hui un plan d'investissement très important pour la défense. Je pense qu'il faut appliquer la même démarche sur les paiements. Sans investissement, la belle entreprise qui est State ou groupe carte bancaire, les banques aussi. Et surtout, je rappelle souvent que les banques, là je ne veux pas parler à la place de Frédéric, mais la banque aujourd'hui, pour marcher, avoir l'équilibre sur deux pieds, c'est-à-dire sur un pied j'innove. Je suis dans le... Parce que tu parlais comment les fintechs font des choix, mais la banque, elle est obligée de faire d'innover dans un cadre où elle doit respecter tout le réglementaire. Il y a un legacy fort. La banque ne peut pas dire je fais plus d'espèces, je fais plus de chèques. C'est pas possible. Donc elle doit continuer. Donc il y a un legacy qui est fort sur ce sujet-là. Et sur l'autre pied, oui, il faut maîtriser ses coûts, il faut aller dessiner de nouvelles offres. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Après, il y a beaucoup des actions. On assiste quand même, comme tu disais, c'est vrai que le 2014, ça a été un point important, mais c'est aussi quand Facebook a voulu fournir sa monnaie LICRA. C'est là aussi que ça a donné un petit coup d'accélérateur. Ah bah ça crée un choc. Hein. Exactement. Ça m'a fait penser, quand ils ont annoncé ça, les Américains, la réaction de Bruno Le Maire, ça m'a fait penser à touche pas au Grisby. Et on a créé là une espèce d'électrochoc avec Libra qui était énorme à l'époque. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on a accéléré la monnaie digitale, Banque centrale. Hein. Alors justement, je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure. On va peut-être finir par ça, oui. par la monnaie numérique de Banque centrale. Tu disais, enfin, la volonté politique, elle est là. Et comment elle restera à dire, c'est clair pour toi, c'est par de l'investissement. Oui. Et je pense que je ne veux pas être contredite par mes collègues. Je suis pas sûr que Cathy... Si, un Ah, peu. si, Alors, vas-y, parce que justement, la question, c'était quelle solution pour des infrastructures de paiement souveraines. Hein, et je crois qu'il y a un certain nombre pour State de prérequis qui sont indispensables. Oui. En fait, nous, on identifie, on a des convictions. Donc, on a un premier prérequis. On a 3 prérequis. Un premier qui est la croissance. Voilà. À la fin... il faut juste réaliser qu'il y a un marché, qu'il faut l'exploiter. Normalement, je ne sais plus quelle étude disait, d'ici 2028, le développement des paiements non cash sera de 15% au monde, l'Europe sera à 12%. Exploitons ces 12%. Et alors, d'aucuns me disent, alors je suis très mauvaise, hein, d'habitude c'est dans les expressions, c'est celui qui a l'or. Alors moi je dis c'est celui qui a l'or qui fait l'or, mais en fait c'est celui qui a l'or qui fait l'or et qui fait les règles. Ouais, c'est ce que tu as dit. J'ai noté parce que j'ai bien aimé ça. La règle d'or, c'est que celui qui a l'or fait les règles. Voilà, et moi ça. je mets fait l'or et les règles. Donc, et je pense qu'il faut vraiment que nous, au niveau du marché, hein, entre pairs, on réalise ce potentiel que l'on a, d'avoir un marché européen où il y a du potentiel avant que d'autres acteurs américains, je ne sais pas, chinois, etc., réalisent qu'il y a un marché à exploiter. Et donc aujourd'hui, on dispose sur ce marché d'un scheme qui est low cost, qui est efficace et qui sert tout le monde. Voyons, on va être un peu pragmatique. Donc il y a un potentiel parmi toutes, et toute la communauté bancaire française en dispose. Donc ça, c'est la croissance. Le deuxième prérequis, c'est un gros paquet qui est, que je mets toujours ensemble, c'est performance, confiance, résilience, sécurité. Je sais que c'est triste. On parle de réglementation, donc tout le monde dit « Ah, encore la réglementation ». Il n'en demeure pas moins qu'il y a 3 sujets de réglementation. RGPD, la protection des consommateurs. Nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous contents d'avoir nos données protégées, notre privacy. Et voilà, ça fait partie d'une certaine forme de souveraineté. Le deuxième point, c'est tout ce qui est résilience. On peut en parler pendant des heures. Le modèle des moyens de paiement est en train de se décentraliser. Et on sent bien qu'il y a ce besoin de maîtrise de toute la chaîne de valeur et de porter une attention particulière à l'outsourcing. Auprès de qui veut-on outsourcer? Est-ce qu'il y a un enjeu d'autonomie? Et puis le troisième point, toujours dans le même paquet, c'est la sécurité. On a passé les JO, on a fait beaucoup de choses autour de la cybersécurité.
Vu l'ambiance actuelle, j'ai presque envie de dire, on ne peut pas en parler en public, mais le lien entre cybersécurité et souveraineté, je pense qu'on n'a pas besoin C'est de le évident, démontrer. Voilà, on bien n'a sûr. pas besoin de le démontrer. Et il y a cet engagement qu'on doit continuer à avoir. Innovation, le dernier pilier dont on a parlé. Donc j'ai parlé d'innovation pour les clients, d'innovation pour notre communauté, innovation aussi pour notre compte propre, hein, c'est-à-dire se poser des questions sur l'IAGN, sur le cloud, sur le quantique. Et derrière cette innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire investissement. Donc en fait, derrière la combinaison de tout ça, derrière le mot souveraineté, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver, parce que ce n'est pas si simple que ça, entre nos enjeux domestiques / européens, hein, voilà, notre protection, comment se protéger, comment construire quelque chose de fiable et résilient, l'innovation, être capable d'aller attaquer des marchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi s'aligner très rapidement entre tous les acteurs pour être time to market. C'est cet alignement-là qui est fort. Et on a, j'allais dire au niveau de la France, hein, autour de CB, etc., on a cette habitude. Et je pense que c'est vraiment un atout très fort. Et l'investissement. Et c'est vraiment ces 3 piliers sur lesquels on va devoir, nous tous, montrer notre capacité à avancer pour soutenir nos moyens de paiement. Capacité à avancer, capacité à innover. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur eStream, cette initiative commune? Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que on voit émerger de plus en plus d'articles dans la presse sur des mutualisations, sur des initiatives communes. On a l'impression, je parlais tout à l'heure de chasser en meute, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine là. Comment c'est né et où on en est de cette initiative? Sur ces sujets, effectivement, on peut évidemment dire que la réglementation ceci, la réglementation cela. Alors moi, j'ai 2 caractéristiques, c'est que, 1, j'aime bien le rugby, et 2, je suis un ingénieur. Donc, je vais filer la métaphore du rugby. Je pense qu'il faut que, si on veut être autonome, il ne faut pas attendre que ce soit les règles qui sont faites à Bruxelles ou je ne sais où qui nous protègent. Et on peut en parler des heures, mais ce n'est pas ça qui va faire les choses. Il faut faire ses plaquages, il faut réussir ses plaquages. Et donc, eStream, c'est exactement ça. C'est la décision que les paiements par carte vont jouer un rôle encore important pendant un horizon industriel bancaire, une vingtaine d'années. Et donc, il faut s'armer pour être efficace et efficient. Oh, bah ça, je joue sur les mots, mais c'est vraiment les deux. Il faut que ça marche bien et que ça coûte pas cher. Et par ailleurs, comme c'est des infrastructures, moi je pense que les émetteurs et les banques acquéreurs ont plutôt intérêt à partager leurs forces pour être les moins chers possibles et puis se faire la compète quand ils vont conquérir les clients. Eh bien, l'idée c'est qu'en mutualisant ces forces, ça nous permet de mieux répondre aux coûts pour faire l'innovation dont on vient de parler autour de la dématérialisation et construire des infrastructures résilientes pour le futur. Donc c'est exactement ça qu'on a fait avec eStream et avec notre partenaire BNPP. Ça c'est le premier point. Et voilà, donc moi je suis très fier qu'on ait construit ça. Je pense que sur l'autre sujet où à mon avis il faudrait qu'on réfléchisse à des choses comme ça en France, c'est sur l'acquisition. C'est bien de se tirer la bourre entre les acteurs français pour aller conquérir les différents commerçants. Mais est-ce que c'est notre intérêt d'aller capter quelques points de part de marché quand il y a des monstres qui viennent de l'étranger et qui prennent tout? Donc on ferait peut-être mieux de s'allier aussi sur ces sujets là, des PSP. Moi, je pense que c'est l'intérêt des banquiers, s'ils veulent continuer à être performants dans ce domaine, que de mettre leurs forces ensemble. Plutôt que de se faire des guerres intestines gauloises quand il y a les Romains aux frontières. Donc voilà ce que je peux dire. Et donc eStream, dans ce sens-là, c'est vraiment une démarche de souveraineté. Hein. C'est 2 grands groupes bancaires français qui ont la conviction que la carte va continuer à jouer un rôle très important dans les paiements, qui doivent s'armer pour être
le plus efficace possible, avoir les coûts les plus bas possibles et répondre très rapidement aux évolutions et à l'innovation pour ne pas être largué et pour rester très compétitif dans ce domaine-là. La France, mais aussi l'Europe, on parlait tout à l'heure de monnaie numérique de banque centrale. Un mot sur ce qu'on pourrait attendre dans ce contexte en matière de souveraineté d'une monnaie numérique européenne, d'un euro numérique. Voilà. Je prends la question. Moi, je vois pas quel est le problème que résout la monnaie de banque centrale, à part la baisse du cash et donc la peur de la banque centrale de perdre son rôle dans les paiements. Parce que, très honnêtement, il n'y a pas un défaut de solution en Europe sur les paiements. Voilà. Donc moi, je pense que la bonne approche, si on tient à faire cette monnaie de banque centrale, c'est quand même de s'appuyer sur les infrastructures qui existent. Et on sait tous que reconstruire une infrastructure de tenue de compte, parce que c'est une infrastructure de tenue de compte qu'il faut faire, plus une infrastructure de paiement et une infrastructure d'acceptation, ça va coûter énormément cher quand il faut refaire la défense, etc. de nos pays. Donc moi, je pense que l'approche là, qui est là, je ne suis pas certain que ça soit la bonne si on veut faire réussir ce projet de monnaie numérique de banque centrale. Et je pense que d'abord, le premier endroit où on devrait s'exprimer, c'est sur le wholesale, sur les gros montants, plutôt que dans le détail. Parce que dans le détail, on voit bien, quand on essaye de faire EPI et qu'on a des schemes qui ont 50 ans, la difficulté qu'on a à l'installer. Donc si en plus on doit se faire une nouvelle monnaie, avec une nouvelle tenue de compte, tous les systèmes hyper chiadés, de débordement quand il y en a trop, etc., plus un système d'acceptation, moi je pense qu'on va s'épuiser à résoudre des problèmes qui n'existent pas. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde comment ça peut s'arrimer au système existant et faire ça de manière très intelligente, tous ensemble. Ça, c'est mon côté ingénieur. Et voir comment on réutilise les infrastructures qui sont en place et qui marchent bien pour construire cette vision-là. Je pense qu'on devrait quand même y arriver, oui, c'est sûr. Quelque chose à ajouter là-dessus, Non, mais Corina? je rejoins un peu Frédéric, c'est qu'effectivement, l'euro digital de wholesale, ce qu'on appelle nous de gros, il est sur des bons rails. On a vu l'annonce des gouverneurs de 7 février. Et c'est vrai que ça trouve un sens puisque les marchés financiers, ils ont une autre logique. Et puis ça rentre dans une compétition un peu plus mondiale, malgré le fait que l'administration Trump arrête la monnaie digitale aux États-Unis. Alors justement, puisqu'on parle, pour terminer sur un point positif, encore qu'on ait eu pas mal des points positifs là dans nos échanges. C'est positif. Tout le monde sait ici dans cette salle et ailleurs que les services financiers, la finance est assis sur la confiance. Ce que Paul Valéry appelait l'architecture fiduciaire. J'aime bien ce nom d'architecture fiduciaire. C'est vraiment l'architecture, la clé de voûte de notre organisation sociale, économique. Cette confiance, force est de constater que le président des États-Unis la met quand même à mal à différents égards. Est-ce qu'il y a là une opportunité, une carte à jouer pour la France et l'Europe dans un contexte où on va devenir peut-être un peu plus attractif qu'on ne l'a été par le passé? Alors, pour finir, répondre, il reste 1 minute 30. Moi, je vais être très rapide, mais pour répondre sur la posture du président américain, c'est une posture pure de négociateur commerçant. Ce n'est pas une posture politique. N'empêche que ça fout la trouille au marché. Oui, bien sûr, bon. Bien sûr. Mais n'oublions pas qu'en arrêtant la monnaie digitale des banques centrales aux États-Unis, il a poussé énormément la crypto-monnaie qui sont des marchés, voilà, on les connaît tous, un peu plus spéculatifs. Maintenant, pour répondre pourquoi l'Europe doit défendre déjà son modèle à la fois social, libertaire, économique, humain. Nous avons tous les moyens, on les a vus, surtout si on parle de paiement, qu'il y a des accélérations qui se font depuis quelques années. Donc les paiements sont poussés à la fois sur un développement plus CEPA, sur un scheme certainement domestique, mais qui peut avoir la vocation de devenir européen. Je ne vois pas de frein. On voit très bien que la lutte contre la fraude elle est très importante, qui rentre dans la confiance. Donc on a parlé d'éléments de confiance. Et toute cette réglementation-là, desquelles on a parlé, c'est quand même des barrières
qui sont posées à tous ces acteurs de type GAFAM et des autres pour entrer. Merci à tous. Merci. C'était un peu déstabilisant cette salle, mais en plus j'ai l'impression d'avoir une assistance de martien parce qu'avec vos petits casques verts, c'est charmant. Merci à nos intervenants, c'était passionnant, on aurait bien continué un peu plus longtemps. Merci Corina Fontaine, merci Frédéric Burs et merci Cathy Ventrimpon. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.